Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à nos intervenants pour ce festival So Deep Tech, festival unique, peut-être même dans le monde, puisque en 3 jours, 30 webinaires de technologie et d'accompagnement pour les sociétés innovantes, c'est du jamais vu. Et c'est systématique qu'il a réalisé. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a plus de 1000 personnes qui se sont connectées, qui se sont inscrites. Et donc, c'est un vrai succès pour nous et on vous en remercie par avance. Donc aujourd'hui, on est dans les webinaires qui concernent l'accompagnement. On a une grande partie de nos webinaires qui sont vraiment sur les approches technologiques, mais le rôle du pôle aussi, c'est d'accompagner les sociétés innovantes. Et l'accompagnement, ça va aussi sur la dimension financière, la dimension RH, la dimension internationale et sur la dimension propriété industrielle. Donc, au cours de ce webinaire, on va parler essentiellement de la propriété industrielle à l'état de l'art, comment est-ce qu'elle doit être préparée, organisée. Traditionnellement, on parle de la propriété industrielle comme une protection, comment on va protéger son capital. Et cette fois-ci, on va lui donner une dimension un peu différente, puisqu'on va l'aborder sous forme de capital immatériel, d'actifs. Comment, en préparant sa propriété industrielle, on va la rendre en quelque sorte, on va la valoriser et permettre de la céder ou de la louer ou de la mettre en contrat dans les meilleures conditions. Et ça, c'est important parce que pour toutes les sociétés d'innovation, que ce soit pour du logiciel, du hard ou même des procédés, c'est important de mettre cette dimension dans son capital en quelque sorte et de créer des actifs. Des actifs pour le bien de l'entreprise, pour le bien des dirigeants, mais aussi pour le bien des actionnaires et des futurs actionnaires qui vont voir le crédit qu'ils peuvent apporter à leur future cible. Donc, je vous remercie tous d'être présents et on va pouvoir commencer dans quelques instants. Alors, je vais juste faire un petit rappel, je le ferai après. Voilà, donc nous avons la chance d'avoir un trio de choc pour nous parler de ces sujets. Trio féminin. Sylvie Gamet, qui, elle, est la PDG de Finantis et qui va nous parler, dans un deuxième temps, justement, de toute cette approche actif immatériel, comment on organise, comment on peut valoriser, céder et éviter les écueils pour faire un maximum d'opportunités avec sa propriété industrielle. Nous accueillons également Fabienne Lavazet et Olivia Calvet, qui sont toutes les deux du cabinet Le Gouen, un cabinet historiquement partenaire du pôle systématique. Et dans la première partie, Fabienne et Olivia vont nous rappeler les fondamentaux de la propriété industrielle et la manière dont il faut bien la voir dans sa globalité et pas seulement sur un brevet ou seulement sur un sujet particulier. Donc, merci à toutes les trois, en tout cas, de vous être prêtées au jeu et de participer à ce webinaire. Un grand merci de ma part et de la part de tout le pôle, puisque c'est une grande action collective qu'on a menée sur ce festival. Un rappel pratique à tous nos auditeurs. Vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Ces questions, selon la légitimité, on les posera à la fin de chacune des interventions ou on les gardera pour la fin où les différentes intervenantes pourront y répondre. Eh bien, c'est l'heure de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais laisser la parole à Fabienne et Olivia qui vont nous rappeler les fondamentaux de la propriété industrielle. Mesdames, c'est à vous. Alors, Fabienne, je crois que vous avez votre micro coupé. On ne vous entend pas, Fabienne. Et Olivia, voilà, on vous entend comme ça. Oui. Merci. Voilà, très bien. Oui, donc on va commencer cette présentation par poser les principes fondamentaux pour vraiment, pour valoriser, il faut avant tout avoir des titres de propriété industrielle et ça va être l'objet de cette première partie. Donc, pour cette première partie, on va commencer par la partie, je pense, qui vous intéresse le plus souvent, en tous les cas. C'est la partie brevet. Je vais laisser la main à Olivia sur ce sujet-là.
Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous parler un petit peu des notions de base, des fondamentaux à connaître en matière de brevet. Donc quelques définitions et notions pour commencer. Les brevets, c'est la protection des inventions techniques. Pour les inventions d'autres, d'un autre type, par exemple les créations esthétiques, là, on est plutôt dans une protection de modèle. Donc les brevets, c'est vraiment une invention technique parce qu'un brevet, c'est une solution technique à un problème technique. Le brevet confère le droit, c'est un titre de propriété industrielle, donc il confère le droit d'interdire l'exploitation de son invention par un tiers si le tiers n'a pas cette autorisation. C'est un document à la fois juridique et technique. Alors, il est technique parce que dans un brevet, on décrit vraiment avec précision son invention. Et puis, il est juridique parce qu'il y a une partie dans le brevet qui va essayer de définir les contours de l'invention, définir les contours de la propriété qu'on essaye d'avoir. Notion importante aussi, l'invention appartient au premier déposant et non pas au premier inventeur. Donc c'est vraiment celui qui dépose la demande de brevet et pas celui qui fait l'invention qui va être titulaire du titre du titre de propriété industrielle, du brevet en fait. La durée de protection d'un brevet est de 20 ans maximum à compter de son dépôt. Alors quand je dis 20 ans maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'entretenir votre brevet pendant cette période de 20 ans. Tous les ans, vous avez des taxes à acquitter pour maintenir le titre. Et si vous décidez au bout de 6 ans, 10 ans qu'il n'y a plus d'intérêt à maintenir ce titre parce que vous êtes dans un domaine d'activité qui évolue tellement vite d'un point de vue technologique, qu'on passe à autre chose, bah, vous pouvez très bien décider de laisser, on appelle ça laisser tomber le brevet dans le domaine public. Voilà. Notion importante aussi, la protection est territoriale, c'est-à-dire que vous avez, si vous avez un brevet en France, il n'est valable qu'en France. Si vous avez un brevet en Grande-Bretagne, il n'est valable qu'en Grande-Bretagne. Donc il y a vraiment une notion de territorialité qui est très importante et qui fait que, dans votre stratégie de protection, il faut un petit peu avoir une approche assez sélective, hein, des pays dans lesquels vous voulez obtenir votre brevet. Un brevet peut concerner beaucoup de choses, hein. Ça peut concerner des produits comme des dispositifs mécaniques, des compositions comme des compositions cosmétiques ou des médicaments. Vous avez aussi des brevets qui vont concerner plutôt des procédés de fabrication, des méthodes, où là on va mettre en avant les étapes de fabrication d'un produit. Vous avez aussi des brevets sur des utilisations comme des applications cosmétiques ou des applications thérapeutiques. Donc un brevet va vous permettre de couvrir beaucoup de tout un ensemble va couvrir tous les domaines technologiques possibles et dans toutes ses formes, donc produits, procédés, méthodes, utilisation. Hop, voilà. Alors, les brevets sont des outils puissants puisque ce sont des titres de propriété industrielle qui sont susceptibles d'être opposés à des tiers pour les empêcher de faire la même chose que votre activité. Cependant, pour obtenir un brevet, l'invention doit répondre à certains critères, des critères de brevetabilité, qui sont essentiellement 3 critères. Donc la nouveauté, c'est-à-dire que l'invention ne doit pas être déjà divulguée, déjà connue, déjà utilisée dans ce qu'on appelle l'art antérieur. Et là, chose importante, toute divulgation antérieure peut nuire à ce critère de nouveauté, y compris si ça vient de l'inventeur lui-même. Donc l'inventeur lui-même ne doit pas divulguer son invention avant d'avoir procédé au dépôt de la demande de brevet. On a un critère un petit peu plus subjectif, on va dire, qui est l'activité inventive. C'est-à-dire que, il faut que non seulement l'invention soit nouvelle, mais qu'elle soit un petit peu plus que nouvelle, qu'elle réponde qu'elle apporte des améliorations ou des avantages significatifs et non évidents par rapport à ce qui est déjà connu. Le 3e critère, c'est l'application industrielle, c'est-à-dire que l'invention doit être capable d'être soit
mis en œuvre au niveau industriel, soit utilisés de façon industrielle. Et ces critères, c'est un peu des critères universels qui sont examinés devant l'ensemble des offices, que ce soit un office français, un office européen, un office américain. Ces 3 critères sont examinés par l'ensemble des offices et suite au dépôt de la demande de brevet. Puisque quand vous déposez une demande de brevet, il n'y a pas de délivrance automatique, il y a vraiment un examen qui est réalisé pour valider ces 3 critères notamment et pouvoir faire en sorte de délivrer un brevet qui soit assez solide. Donc le premier réflexe, je dirais qu'il faut avoir quand on commence une innovation, c'est s'abstenir de toute divulgation avant le dépôt. Et puis je sais bien que pour une entreprise, on travaille avec des fournisseurs, des partenaires, et tout ça doit être, comment dire? Il faut prévoir des contrats de confidentialité, en fait, avec tous ces partenaires de manière à encadrer la confidentialité jusqu'au dépôt pour garantir qu'au jour du dépôt, il n'y ait pas eu de divulgation et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de ces critères de brevetabilité, notamment de la nouveauté. Alors, l'intérêt des brevets, eh bien, le premier, c'est un droit exclusif d'exploitation. Donc, vous êtes le premier déposant sur une technologie et donc, si vous obtenez votre brevet, il n'y a que vous qui pouvez l'exploiter, sauf si vous décidez de le céder, de le vendre, puisque c'est un actif de l'entreprise, donc vous pouvez le vendre ou vous pouvez le donner en licence de manière à avoir une exploitation et des revenus d'exploitation par l'intermédiaire d'un tiers. C'est aussi un moyen de dissuasion. Alors, un moyen de dissuasion parce que entre le moment où une demande de brevet est déposée et où et le moment où le brevet va être délivré, il se passe beaucoup de temps. On va voir ça, ultérieurement et donc pendant ce temps-là, il y a quand même une demande de brevet qui existe, qui est là, qui est en vigueur et qui peut dissuader les concurrents de s'aventurer sur le même terrain. C'est un moyen de valorisation de la R&D, bien entendu. C'est aussi un excellent atout marketing, un instrument de communication, puisqu'aujourd'hui, dans certains domaines, notamment la cosmétique, comme on l'a illustré ici, la cosmétique communique beaucoup sur les dépôts de brevets. Aujourd'hui, même sur le packaging d'une crème anti-âge, hydratante, etc., il y a toujours marqué que s'il y a eu des dépôts de brevets qui ont accompagné cette technologie, il y a toujours une référence à ces dépôts de brevets. Brevets en cours, demande de brevet déposée. Voilà, Est-ce que je suis revenue parmi vous? Je crois qu'il y a un petit souci technique. Oui, c'est bon, tu es revenu parmi nous. Ah, Olivier est revenu. Bon. Oui, c'est bon. Voilà. C'est aussi un moyen de recenser le savoir-faire technique pour une entreprise parce que c'est un document très technique, le brevet, donc ça permet de suivre un peu l'évolution des innovations de la société. Ça permet de montrer aussi à vos concurrents, montrer sur quoi vous travaillez, mais ça, ils le savent déjà, mais montrer quels sont ce qui vous appartient, vos avancées technologiques. Et puis, c'est un moyen d'éviter de se retrouver bloqué dans son développement, puisque, comme je vous disais, le premier déposant, c'est celui qui a le titre. Ça veut dire que si vous avez déposé une demande de brevet, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas, mais personne après ne pourra déposer une demande de brevet sur la même chose. Et donc, ça veut dire que vous évitez de vous retrouver bloqué si par exemple, vous faites le choix de ne pas déposer une demande de brevet sur une technologie et que votre concurrent, lui, le fait, c'est lui qui aura le droit le droit lié à cette innovation. Donc, il ne faut pas se priver de ça. Il vaut mieux essayer d'obtenir un brevet plutôt que de se retrouver bloqué par un brevet d'un tiers. Alors, la protection, comme je vous disais, elle est territoriale, mais
on ne va pas vous demander dès le début de choisir directement les pays sur lesquels vous voulez avoir une protection ou demander une protection. Donc il y a des procédures qui ont été mises en place pour vous permettre d'avoir du temps pour choisir tous ces pays-là. Donc typiquement, pour une société française, on va faire un premier dépôt en France, voilà. Et puis après, on va utiliser ce qu'on appelle le mécanisme de droit de priorité. C'est-à-dire qu'après un premier dépôt en France, vous avez un délai de 12 mois pour décider si vous voulez étendre ou pas votre protection à d'autres territoires. Ça, c'est le mécanisme de priorité. Donc, vous faites un premier dépôt en France et puis 12 mois après, vous pouvez tout à fait faire ce qu'on appelle des extensions. Donc, il y a plusieurs moyens de faire des extensions. Soit on veut faire une extension au niveau international. Dans ce cas-là, on va parler de demande internationale, ce qu'on appelle PCT, une demande PCT, peut-être que vous connaissez, qui couvre actuellement 157 pays. Par contre, il faut savoir que vous n'avez pas de il n'existe pas de brevet international, mais au bout d'un moment, on va vous demander il y a une procédure commune à l'ensemble de ces 157 pays et au bout d'un certain temps, on va vous demander de choisir dans quel ou quel, pays ou région vous voulez, demander une protection. Vous avez aussi la possibilité de demander un brevet européen. Alors, il existe aujourd'hui 2 brevets européens. Le brevet européen que nous, on appelle classique, qui est établi depuis très, très longtemps, qui est une procédure commune à l'ensemble de 38 pays. Donc, vous voyez, là, on est un petit peu au-dessus de l'Union européenne. On a 38 pays qui font partie de cette convention sur le brevet européen. Il y a une procédure commune et puis à la fin de cette procédure, quand la décision de délivrance arrive, vous choisissez les territoires, vous choisissez: «Je vais valider mon brevet en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Australie» etc. Et puis parallèlement à ça, il arrive alors, il faudrait juste enlever le terme «à venir», je suis désolée, j'ai pas fait de mise à jour. Donc il est déjà là, le brevet européen unitaire qui lui va couvrir, qui a une vocation à couvrir tous les pays de l'UE. Alors, pour l'instant, à ce jour, il n'y en a que 17 qui font partie de cette procédure, mais petit à petit, on va arriver à l'ensemble des territoires de l'Union européenne, sauf l'Espagne. Voilà. Et ces 2 systèmes-là de protection au niveau européen sont en parallèle. On peut choisir de faire un brevet unitaire et puis un brevet européen classique pour les autres pays qui n'en font pas partie, comme la Grande-Bretagne, par exemple. Donc tout ça pour vous dire, c'est qu'il existe vraiment des mécanismes qui vont vous permettre de prendre le temps de choisir les territoires sur lesquels vous voulez obtenir une protection et tout ça s'arrange bien pour que vous puissiez avoir, au final, la protection territoriale que vous espériez. Donc je vous résume un petit peu maintenant un petit peu les étapes de procédure, hein, sur le brevet européen classique. Donc on a une étape de dépôt, devant l'Office européen. Ensuite, quelque temps après, on reçoit ce qu'on appelle un rapport de recherche et un avis sur la brevetabilité. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un examinateur là-bas qui va aller regarder un petit peu dans les bases de données antérieures, les bases de publication, et qui va vous donner une opinion sur les critères de brevetabilité. Il va vous dire son opinion sur est-ce que l'invention est nouvelle, est-ce que ça répond aux critères d'activité inventive, etc. Et après 18 mois après le dépôt, vous avez l'étape de publication de la demande de brevet. Donc cette étape est importante parce que c'est à partir de ce moment-là où votre demande de brevet apparaît dans les bases de données et est accessible aux tiers. Ensuite, vous avez un examen, donc un échange avec l'examinateur pour essayer de se mettre d'accord sur la protection qu'on peut obtenir par rapport à l'état de l'art que l'examinateur aurait pu mettre en exergue. La délivrance d'un brevet européen intervient en moyenne, c'est assez variable, entre 2 et 7 ans. Alors 2 ans après le dépôt, c'est très rare, mais on est plutôt entre 5 et 7 ans après le dépôt. Et puis une fois qu'on a la délivrance, donc on va faire cette étape de validation, c'est-à-dire qu'on va choisir parmi les 38 pays membres de la Convention sur le brevet européen, on va choisir de valider en fonction des territoires qui nous intéressent. Et puis, à savoir, il existe pour les tiers une période d'opposition qui dure 9 mois, c'est-à-dire 9 mois après la délivrance, tout tiers
qui a un intérêt légitime à agir peut former ce qu'on appelle une opposition pour essayer de faire révoquer votre brevet sur l'ensemble de ces territoires-là. Les brevets européens sont des brevets réputés forts parce qu'il y a vraiment un examen très approfondi des critères de brevetabilité. Donc ils sont réputés forts, d'autant plus s'ils survivent à une opposition formée par un tiers, ils sont d'autant plus forts. La validation dans les 38 pays membres est plutôt rare parce que, forcément, vous allez payer des taxes de maintien en vigueur dans chacun de ces pays-là, également des frais de traduction. Donc on arrive à des montants qui peuvent être, assez élevés et je dirais que, hormis le domaine, je veux dire les 2 domaines qui sont les plus gourmands en termes de pays, au niveau européen, c'est la pharma et puis, l'électronique. Et puis on rappelle, hein, cette notion de territorialité, si vous avez un brevet européen, il n'y a pas de protection aux États-Unis, au Canada ou en Asie. Une petite illustration, hein, de la couverture aujourd'hui qu'on a. Donc vous voyez bien qu'on est au niveau du brevet européen, on est sur une protection beaucoup plus large que les pays de l'Union européenne. Donc la demande internationale qui est organisée par le traité de coopération en matière de brevets, c'est une procédure commune donc à 157, pays, une procédure un petit peu, je dirais, de repos, c'est-à-dire que vous déposez votre demande internationale et puis il se passe pas grand-chose quand même, jusqu'au moment où vous allez décider vous allez choisir les territoires, dans lesquels vous voulez que l'invention soit examinée. Donc il y a une étape de dépôt, hein, classiquement. Ensuite, on reçoit pareil, comme pour le cas du brevet européen, on reçoit un rapport de recherche, un avis sur la brevetabilité. La publication de la demande, c'est pareil, c'est 18 mois après le dépôt. Il y a possiblement un examen, un échange avec l'examinateur, mais c'est une option, c'est absolument pas obligatoire. Et puis 30 mois après le dépôt de votre demande internationale, là, on vous demande de choisir les territoires sur lesquels vous voulez que la demande soit examinée. Donc vous voyez, ça vous donne beaucoup, beaucoup de temps et c'est une procédure qui est très utilisée parce que quand on arrive sur une nouvelle techno, on n'a pas une bonne visibilité en fait des pays sur lesquels ça peut être, intéressant d'obtenir une protection. Donc c'est une phase en fait de transition qui vous permet un petit peu de progresser, hein, dans votre, schéma, dans votre stratégie, avant de choisir, définitivement les territoires. Donc pas de brevet international, mais des, décisions de délivrance territoire par territoire. Voilà, à peu près en image, la couverture, que vous pouvez avoir avec une demande internationale. Alors bien entendu, il y a 157 pays, c'est très, très rare de valider un brevet dans 157 pays. Et puis donc, nouveauté depuis le 1er juin, de cette année, le brevet européen unitaire, donc qui a pour vocation de proposer un brevet, qui s'applique d'office sur, l'ensemble des territoires de l'Union européenne. Alors à ce jour, on a, pour le moment 17 États participants, hein, je vous les ai, indiqués, en dessous. Mais certains autres pays vont adhérer au fur et à mesure des ans. Voilà. Donc et vous pouvez avoir ce brevet européen unitaire et en parallèle le brevet européen classique qui est connu depuis plus de 50 ans, qui va vous permettre de couvrir les autres territoires qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne par exemple, qui est quand même un des pays les plus, dans lesquels on a le plus de validation des brevets, européens. Donc là, je vous résume un peu, la procédure la plus adaptée à une société française. Vous voyez mon curseur? Donc vous faites un premier dépôt en France et vous avez ce délai de 12 mois pour procéder à vos extensions. Donc par exemple, par l'intermédiaire d'une demande internationale qui va couvrir bon nombre de pays, donc comme je vous le disais 157. Et puis à l'issue d'un certain temps, vous pouvez choisir les territoires qui vous intéressent comme l'Europe ou
les États-Unis, le Canada, la zone Asie, l'Afrique, etc. Voilà. Alors, petite notion quand même au niveau des coûts. Sur un brevet français, alors les taxes ne sont pas très, très élevées. Pour une petite entreprise, on est de l'ordre de 315 € au niveau des taxes de dépôt, enfin les taxes qu'on paye auprès de l'INPI. Alors évidemment, après, si vous passez par un cabinet, il faut ajouter des honoraires de rédaction. C'est ça qui prend un peu plus de frais. Au niveau d'un dépôt PCT, on est autour de, au niveau des taxes, enfin, je dirais tout confondu entre les taxes et la rédaction par un professionnel, vous êtes de l'ordre de 5 000, 6 000 €. En fait, il faut savoir que, en fonction du brevet lui-même, c'est-à-dire que vous avez des brevets qui vont tenir en 10 pages, vous en avez d'autres qui vont tenir en 200 pages. Donc forcément, vous allez avoir une variation, entre les coûts. Et puis arrivé à ce niveau-là, quand on a passé la phase internationale et qu'on décide de valider, enfin de faire examiner sa demande de brevet devant l'Office européen des brevets, les États-Unis, le Canada, etc., il faut monter entre 3 000 et 5 000 € à cette étape-là, parce que ça peut paraître un peu élevé, mais en même temps, vous avez des frais de traduction, puisque quand on a déposé une demande de brevet en France et qu'on l'étend, aux États-Unis ou au Japon, il faut traduire dans la langue du pays. Voilà. Dans la langue du pays. Ouais. Voilà. C'est des points de vue qui sont intéressants, effectivement. Ça donne une bonne notion à nos auditeurs sur ces points. Olivia, sans vouloir vous presser, il ne reste plus que presque 10 minutes pour la partie, Pardon. Donc, et dont la partie de Fabienne. Je laisse la parole à Fabienne. Très bien, merci. Fabienne, c'est à vous. Alors moi, je vais vous parler d'autres types de la propriété industrielle qui sont les marques et les dessins modèles. Donc, j'ai abordé le sujet assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'une marque? C'est une marque, on protège en fait un signe distinctif. Ça peut être un chiffre, des lettres, un visuel. Vous voyez, je vous ai mis, vous avez à l'écran différentes marques possibles. Sur les conditions de validité d'une marque, ce n'est pas la nouveauté, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que la marque ne doit pas être déjà prise par un tiers. Donc, pour ça, il faut faire des recherches, vérifier que le nom n'est pas pris, qu'il n'y ait pas de droit d'antérieur, que ça peut être une marque, une dénomination sociale, un nom de domaine. Donc, tout ça, il faut être vraiment attentif sur ce point-là, sur la disponibilité ou pas du signe. Alors, ce que confère la marque comme droit, la marque confère comme droit le droit d'interdire un tiers d'utiliser, de commercialiser un produit reprenant le même nom que vous dans votre domaine d'activité. Donc, c'est aussi un titre, donc un document juridique qui comprend le signe distinctif et les produits et services qui sont revendiqués. Donc, la durée de protection, elle est 10 ans. En matière de marque, par contre, c'est renouvelable indéfiniment. La protection est comme en matière de brevet territorial. Si vous n'avez pas déposé votre marque sur un territoire, vous n'avez pas votre protection. Donc là, c'est un élément important à prendre en considération quand vous souhaitez valoriser votre marque, et plus particulièrement à l'étranger. Donc, l'intérêt de dépôt de la marque, c'est l'image de votre entreprise avant tout, un moyen de fidéliser votre clientèle. Donc, c'est important d'avoir ce monopole-là sur ce nom-là. Donc, c'est du patrimoine actif pouvant être cédé ou licencié, d'où la valorisation, un moyen d'identification de vos produits et services et le moyen le plus efficace pour réagir à d'éventuelles contrefaçons. Donc, la marque, comme on a vu, elle est territoriale. Donc, vous déposez votre marque en France, vous avez une protection en France. En matière de brevet, il y a des possibilités d'extension. Alors, elles sont un peu différentes qu'en matière de brevet. Il y a bien une demande de marque internationale qui existe. Mais comme en matière de brevet, elle couvrira autant de pays que vous souhaitez, autant de pays désignés que vous désignerez. Donc, vous pouvez, dans une même marque internationale, viser que 2 ou 3 pays ou viser l'intégralité des pays de la marque internationale. Par contre, là, le coût risque d'être relativement important.
Il y a la marque de l'Union européenne qui est beaucoup plus exploitée, en fait, surtout pour les sociétés en France. Donc, qui permet, en fait, via un seul et unique dépôt, d'avoir une protection dans les 27 pays de l'Union européenne. C'est un coût qui est relativement peu important par rapport à la couverture géographique de la protection. Et pour les pays qui ne font pas partie de la marque internationale, il y a des dépôts nationaux qui sont possibles. Le dessin modèle, là, on ne protège pas un signe d'identification d'entreprise, mais on protège le design, un design. Donc, c'est l'apparence d'un produit ou d'une partie du produit. C'est vraiment là, c'est les caractéristiques esthétiques d'un produit ou d'autres éléments. Pour bénéficier de la protection au titre des dessins modèles, il y a 2 conditions. La nouveauté, donc l'absence d'antériorité antérieure, on se retrouve plus proche du brevet, et caractère propre, où là, on va un peu plus loin que la nouveauté. Il faut que l'impression visuelle d'ensemble qui suscite chez l'observateur soit différente de celle produite par rapport aux autres modèles existants. Donc, on va un peu plus loin que la nouveauté. Comme en matière de brevet ou de marque, ça confère le droit d'interdire, de reproduire ou d'imiter dans un domaine de votre modèle. Donc là aussi, c'est un document juridique comprenant la reproduction du produit ou d'une partie du produit. La protection en matière de dessin et modèle, la durée est plus limitée, elle est limitée à 25 ans, 5 fois renouvelable. La protection est là aussi territoriale, protection dans les pays où votre modèle a été déposé. Donc, sur l'extension de votre dessin modèle étranger, il y a le modèle de l'Union européenne qui existe, qui est l'équivalent en fait de la marque de l'Union européenne. Vous déposez votre modèle, vous avez automatiquement une protection dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc, c'est une solution avantageuse financièrement. Il y a le modèle international qui permet de couvrir d'autres pays en dehors du modèle de l'Union européenne et des dépôts nationaux si on n'est pas couvert via le modèle international. Donc, j'ai été très rapide sur la partie marque et dessin modèle. Alors, pour parler plus de la partie valorisation. Valoriser, c'est quoi avant tout? Avant tout, c'est choisir entre céder ou licencier un titre. Souvent, on va tomber sur ce type de cas. Et c'est bien de rappeler les principes de ce qu'est une cession ou ce qu'est une licence. Une cession, en fait, c'est tout simplement un acte-vente de votre titre auprès d'un tiers. Donc, ce qui sont les principales clauses à prévoir dans ce type de cession, c'est l'identification des parties et du titre cédé. Ça peut paraître anecdotique, mais on peut voir des erreurs, notamment sur l'identification des parties. C'est exact et c'est pas si rare que ça. Donc, vraiment, être attentif qui signe le contrat de cession. Est-ce qu'il a bien qualité pour signer le contrat de cession? Et est-ce le bon titulaire du titre en question? Donc, ce qui est important aussi dans le prix de cession, dans la cession, c'est son prix. Si vous n'avez pas de prix, ce n'est plus une cession, ça devient, en tout cas en droit français, une donation. Donc, attention, ce n'est pas le même régime juridique, donc il faut être très attentif là-dessus. Quelle est la portée de la cession? Est-ce que ça couvre tous les domaines d'application du brevet ou qu'une partie? Est-ce que ça couvre tous vos produits et services dans le cadre d'une marque? Là aussi, ça doit être déterminé. En fait, et après, bon, d'autres clauses éventuelles peuvent être prévues, notamment la garantie du cédant. Est-ce qu'il y a une garantie plutôt étendue ou plutôt limitée? Les points respectés, avant tout, dans le cadre d'une cession, c'est transférer les éventuels savoir-faire liés à l'exploitation du brevet. Si vous cédez un brevet et que derrière, vous ne donnez pas le savoir-faire qui est nécessaire pour l'exploitation du brevet, attention, vous pouvez être sanctionné. Des points plus anecdotiques peuvent être prévus, notamment la condition de pouvoir poursuivre des faits antérieurs à la cession. Il faut que ce soit clairement indiqué dans le contrat de cession pour être opposé à vos tiers. Et enfin, la cession du droit de priorité, elle n'est pas automatique. Vous pouvez, si vous cédez une demande de brevet ou une demande de marque, il faut indiquer clairement que vous cédez aussi le droit de priorité. La licence, en fait, c'est plus ou moins une location, tout simplement. Donc, c'est un contrat au terme duquel le titulaire du titre reste titulaire, mais accorde un droit d'exploitation sur ce titre-là. Donc, les
principales clauses à prévoir dans un contrat de licence, c'est l'identification des parties du titre. Là, c'est les mêmes recommandations que pour une cession. La nature de la licence, est-ce qu'elle est exclusive ou non exclusive? Ça veut dire exclusive, est-ce que vous accordez à votre licencié le seul droit d'exploiter le brevet, ou au contraire, vous vous autorisez à concéder d'autres licences à des tiers? La contrepartie financière, alors là, il y a une grande liberté qui est possible. Les principaux points qui sont prévus, c'est un droit d'entrée au moment de la licence, des royalties et des minima annuels. C'est vraiment les 3 clauses principales qu'on prévoit dans ce type de contrat. L'étendue de la cession et l'étendue de la licence est également importante à prévoir. La licence est-elle partielle ou totale? Est-ce qu'elle concerne tous les produits et services de la marque ou elle concerne tous les domaines d'activité du brevet? Le territoire, comme on a vu, la protection d'un droit de propriété intellectuelle est une question de territoire. Est-ce que vous prévoyez l'ensemble des territoires sur lesquels vous avez une protection ou qu'une partie? Et enfin, ça peut comporter des droits de concéder, fabriquer ou commercialiser. Qu'est-ce qu'on entend exactement sous la licence? Qu'est-ce qui est exactement autorisé au licencié de faire? Donc là, il faut vraiment être très précis, et notamment si des sous-licences sont possibles par le licencié ou pas. Donc, plus vous serez clair sur ce contrat de licence-là, plus vous irez quelque part sur les points de détail, plus après la licence se passera de manière sereine. Enfin, bien sûr, un élément important, comme c'est une licence, c'est de la durée de celle-ci. Elle ne peut pas dépasser la durée de protection de votre titre, bien entendu. Alors, de nombreuses clauses sont possibles, les transferts éventuels du savoir-faire, la garantie du précédent, le sort des perfectionnements à venir sur les brevets, les normes de fabrication, l'approvisionnement exclusif, les conditions de distribution. Donc, vous voyez, dans un contrat de licence, on peut inclure aussi beaucoup d'autres éléments. Ce qui est important, c'est vraiment prévoir un contrat qui est adapté à votre situation contractuelle. Pas forcément vous pouvez trouver, bien sûr, sur Internet des contrats de licence tout fait, mais faites attention, soyez vraiment attentifs. Si vous voulez que ça fonctionne, il est important que ce contrat de licence soit vraiment adapté à ce que vous avez négocié et ce qui est prévu dans votre relation contractuelle. Autrement, il ne sert pas à grand-chose, en fait. Donc, soyez très attentifs à ça. Les préalables nécessaires avant toute valorisation, l'audit de votre portefeuille. Donc là, pour bien valoriser, il faut déjà bien connaître votre portefeuille. Est-ce que vos titres sont délivrés ou sont en cours d'examen? Comme on l'a vu notamment pour le brevet européen, un titre délivré est plus fort puisqu'il a été soumis à une procédure, un contrôle de la part de l'OEB. Donc, il est plus fort, il est considéré comme un brevet plus fort. Dans quel territoire, on revient sur cette condition de territorialité, votre titre a été déposé ou délivré. Donc, également, il faut faire un point sur quels sont les frais que vous avez engagés pour la mise au point, pour la protection, pour le dépôt du titre en question. Et en fait, il faut être très attentif aussi, surtout quand vous souhaitez valoriser à l'étranger, c'est faire le point des inscriptions. S'il y a eu un changement de nom de la société, est-ce qu'il a bien été inscrit auprès du registre concerné? Les changements d'adresse peuvent être importants. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une conformité entre ce qui est inscrit sur le registre et en fait ce que vous allez indiquer dans votre contrat. Il faut être aussi attentif aux cas de copropriété. Quand vous êtes copropriétaire, vous n'avez pas la même liberté que quand vous êtes seul titulaire. Donc, il faut contrôler dans le contrat de copropriété si vous n'avez pas l'obligation de demander l'autorisation des autres copropriétaires pour céder ou même accorder une licence. Enfin, comment bien se préparer pour valoriser, c'est connaître le marché, ses contraintes, ses acteurs. Alors pour ça, il y a de nombreuses sources possibles. Il y a les brevets publiés. C'est une bonne source d'information sur tout ce qui est nouvelles technologies. Donc là, il y a des bases de données du WIPO ou de l'OEB qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui existe dans votre domaine d'activité déjà. Ensuite, il y a d'autres sources, les bases de données en ligne ou les revues, journaux et autres publications à caractère économique sur votre marché.
Donc, toutes ces informations-là sont indispensables pour vraiment évaluer l'opportunité de céder licencié au regard du marché. Il faut se mettre un peu du côté du licencié ou du cessionnaire. Est-ce qu'il a un intérêt, lui, à prendre en licence votre brevet, votre titre, ou au contraire, est-ce qu'il a intérêt à développer par lui-même? Donc, ce travail-là, en fait, est nécessaire pour bien évaluer quelle est la contrepartie financière attendue. Si vous partez sur des contreparties financières trop importantes, bien sûr, vous n'irez pas jusqu'au bout de la licence et vous ne valoriserez pas derrière. Et ça permet aussi, bien connaître le marché permet aussi d'identifier d'éventuels partenaires. Alors attention, pareil, conditions de nouveauté pour les brevets. Toute première approche nécessite un contrat de confidentialité, un NDA. Faites attention, soyez attentifs à ça. Voilà. Très bien. Je pense que je n'ai pas trop passé mes 10 minutes. Non, c'est pas bien, c'est très très bien. Merci Fabienne, merci Olivia pour cette présentation exhaustive du champ du possible sur la propriété industrielle. Et puis sans attendre, on va passer la parole à Sylvie qui va nous parler donc de la partie plus autour de la valorisation. Merci Sylvie, la parole est à toi. Alors, eh bien, bonjour à tous. Alors, je vais aller droit au but. Je vais pas faire trop de redites par rapport à ce qu'ont dit mes collègues, mais je vais insister sur plusieurs points que je peux rencontrer moi quand je fais de la valorisation d'actifs, que ce soit brevet, logiciel, marque ou autre. Mais souvent, la question qui se pose, et j'ai vu que la question a été posée, c'est notamment au démarrage, on dépose à quel nom? C'est-à-dire, est-ce que c'est le nom propre, on va dire, de l'inventeur, de l'entrepreneur, ou est-ce que c'est au nom de la société? Et ça, c'est un choix crucial, puisque selon le choix que vous allez faire, vous allez vous fermer plus ou moins de portes par rapport à toutes les stratégies de valorisation qui se posent devant vous, notamment tout ce qui est stratégie capitalistique d'apport en nature dans une société. En effet, si vous déposez directement au nom de la société, en fait, par exemple, votre brevet sera directement propriété de la société. Il ne sera pas valorisé au bilan de la société. Vous ne pourrez pas l'afficher comme un actif, vous ne pourrez pas l'intégrer au capital de la société. Par contre, si vous êtes le titulaire en nom propre de ce brevet, vous pourrez avoir cette opportunité de l'apporter au moment où vous avez envie de l'apporter. Et du coup, ça peut avoir une incidence assez sympa pour capitaliser votre société. Donc, c'est une stratégie qui peut être bonne à considérer bien avant le dépôt, du coup, pour faire la bonne décision. J'ai rencontré, par exemple, des cas où le premier brevet, donc le dépôt français, comme vous l'a expliqué Olivia, avait été fait au nom propre d'un entrepreneur, et ensuite les extensions au nom de la société. Donc là, il y a, on va dire, un décalage qui est compliqué à gérer, puisque finalement, quand vous faites une demande PCT, vous avez déjà la France de protéger qui peut être inclus dedans, ce qui fait que l'apport du titre initial, vous allez finalement qu'apporter, entre guillemets, un droit de priorité ou quelque chose comme ça, mais pas le brevet en tant que tel, il va perdre de sa valeur. Donc, il faut garder une stratégie cohérente quand vous choisissez qui va être le titulaire de la protection. Donc, les questions essentielles à se poser avant tout dépôt, c'est vraiment qui a développé, qui compte exploiter, quelles sont les relations que vous avez aussi avec vos associés aujourd'hui et demain, puisque quand vous avez plusieurs associés et que tous ne sont pas titulaires des actifs de la société, eh bien, ça peut créer des déséquilibres dans l'actionnariat. Donc, problème en vue, faites attention. Ensuite, le chiffre d'affaires aussi est intéressant à considérer, puisque quand on est sur des innovations bien amont et que le chiffre d'affaires est par exemple dans 3, 4, 5 ans a priori, il n'est peut-être pas intéressant d'avoir le brevet tout de suite dans la société à ce moment-là, mais peut-être d'attendre de valider qu'il y a un marché, que la société tienne le coup pour y apporter le brevet ensuite. Donc, à voir ensuite ce qui est plus important pour vous. Et ensuite, qui est rémunéré et par qui, c'est aussi important, puisque par exemple, si vous dites je vais le déposer en nom propre, ce fameux brevet, mais que votre société a obtenu des aides pour le dépôt de l'INPI ou de BPI France, qu'elle touche du CIR, etc., là, ça va être compliqué de justifier que votre brevet est à votre nom propre. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à considérer pour faire la stratégie la plus adaptée en fonction de votre situation. Donc ça, c'est vraiment les points que je tiens à souligner.
en plus de tout l'audit qui a été proposé par mes collègues. Ensuite, il y a deux grandes façons de valoriser vos titres de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de brevets, de marques, de modèles. Il y a d'abord le développement économique, donc qui va reposer par exemple sur les licences, hein, et je vais essentiellement parler de ça. Là, les droits de propriété intellectuelle sont vraiment une valeur d'échange, c'est-à-dire que ça va être un peu l'argument qui va vous permettre de faire du chiffre d'affaires sur la base de revenus de licence. Donc ça permet d'augmenter son chiffre d'affaires, en plus des lignes de produits ou de services que vous pouvez avoir à côté. Ça permet bien sûr de développer de nouveaux marchés en allant peut-être sur des domaines ou des territoires sur lesquels vous n'êtes pas directement. Et puis aussi, ça facilite la recherche de partenaires et la conclusion de contrats de partenariat, de collaboration divers et variés, voilà, parce que vous apportez un actif, ce qui a une valeur, hein, qui peut intéresser vos partenaires également. Et à l'inverse, les partenaires aussi peuvent avoir des actifs complémentaires qui vont venir renforcer ce partenariat et vous rendre plus fort sur le marché pour prendre des parts de marché. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, le b.a.-ba de la gestion de licence avec le développement économique. Et là, il faut faire attention dans ces choix, on va dire de choix de territoire, etc., mais aussi sur les choix de licences que vous faites. Parce que vous pouvez faire des licences exclusives sur des territoires donnés ou sur des domaines d'activité donnés, et des licences non exclusives. Mais quand vous faites une licence non exclusive en premier, vous ne pourrez pas ensuite faire de la licence exclusive sur le même domaine ou le même territoire. Donc, il faut là aussi bien penser sa stratégie de développement par les licences, si c'est une partie de votre modèle économique, voire votre modèle économique tout court. Donc, voilà, toute décision doit être mûrement réfléchie de ce point de vue-là. Donc, la voie des partenariats, là, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, donc je vais aller assez vite. Mais c'est essentiel, en tout cas, de l'imaginer pour une stratégie d'entreprise, parce que ça permet donc d'aller potentiellement au-delà de vos frontières grâce à vos titres de propriété, de rayonner hors de votre domaine aussi, c'est-à-dire si vous êtes un spécialiste dans un domaine donné, que vous avez on va dire une équipe commerciale très chevronnée sur un domaine donné, mais que des partenaires potentiels peuvent exploiter votre technologie sur un autre domaine, ce serait dommage de ne pas pouvoir exploiter cette piste-là. Vous pouvez aussi enrichir vos offres, évidemment, aller plus vite, vous différencier, construire un écosystème. Enfin, voilà, les actifs sont un prétexte, entre guillemets, et un ciment assez intéressant à exploiter pour développer ce type de stratégie-là qui vont un peu en dehors de vos murs. Donc voilà, le titre de pays est une valeur d'échange. Hein. C'est une protection, certes, mais c'est aussi une valeur d'échange qui va venir valoriser votre savoir-faire, votre technicité, votre capacité à innover. Donc ça, ce sont vraiment des pistes intéressantes. Et donc une stratégie à bien penser, puisque comme je le disais, toute décision auparavant qui est prise peut vous coûter plus tard si vous ne l'avez pas bien réfléchi auparavant. Et ensuite, une fois que vos contrats sont mis en place, ce qui est important aussi, c'est de les suivre. Ce n'est pas le tout de signer un contrat, il faut ensuite vérifier qu'il est bien appliqué, qu'il est bien respecté, voilà, que toutes les clauses sont justes et d'actualité en fonction aussi du développement, de vos propres affaires ou des affaires de votre partenaire. Donc voilà tout ce que je peux dire sur cette dimension valorisation par les contrats de licence en tant que modèle d'affaires, hein, entre guillemets. Donc, les titres de propriété intellectuelle, ce sont aussi des instruments, ce que j'appelle juridico-économiques. Ça, c'est un peu pour briller en société le soir dans un dîner. Donc, c'est toujours une valeur d'échange, le titre de propriété intellectuelle, mais c'est aussi une valeur d'échange financière. Et en fait, la possibilité de faire des contrats de licence, elle est possible vers l'extérieur, mais elle est possible aussi en interne. C'est-à-dire, si vous êtes constitué sous forme de groupe, de société, que vous avez des filiales, une holding, ce genre de choses, vous pouvez concéder des licences intra-groupe entre ces différentes filiales, succursales et autres. Et l'intérêt, c'est que ça permet déjà de valoriser votre propriété intellectuelle d'un point de vue financier, puisque ça génère du cash, des flux de trésorerie, des flux d'argent. Et qu'en plus, ça peut permettre de valoriser aussi des entités qui, a priori, ne génèrent pas de chiffre d'affaires. Si vous avez des entités de R&D ou des entités par exemple, de développement de logiciels ou autres, mais qui n'exploitent pas, qui ne vendent pas de licence, elles peuvent au moins avoir une existence et une identité financière, j'ai envie de dire, dans votre groupe, grâce à ces contrats de licence intra-groupe. Donc,
voilà, ça, ce sont des possibilités aussi intéressantes à envisager. Par contre, ce sont des mesures encadrées. On ne peut pas faire n'importe quoi, même si ça reste chez vous, entre guillemets, que c'est vous qui signez avec vous-même. Il y a quand même des lois qui régissent tout ça. Donc, c'est sur le transfert des actifs, sur les licences intra-groupes. On ne peut pas, par exemple, se dire qu'on va mettre 20% de redevance sur une licence pour aller attraper du chiffre d'affaires dans des structures et puis ramener dans d'autres structures. C'est plus compliqué que ça. Mais sachez que ça existe et que ce sont des leviers de valorisation qui sont tout à fait intéressants. Maintenant, je vais parler vraiment d'argent. Les titres de propriété intellectuelle, oui, ce sont des valeurs d'échange financières. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, puisqu'on a souvent le coût en tête, c'est-à-dire oh, cette protection, ça va me coûter, est-ce que c'est intéressant que j'aille dans tel ou tel pays? Donc ça, ce sont des arguments légitimes. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel retour sur investissement, quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour optimiser à fond la valorisation de ces titres-là. Donc, quand est-ce qu'on peut valoriser financièrement? C'est-à-dire à quel moment on se pose cette question-là concrètement? Si vous ne vous l'êtes jamais posée jusqu'à maintenant, je vais vous donner des tips pour vous savoir à quel moment vous pouvez vous interroger. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a les opérations capitalistiques. Donc ça, c'est peut-être un gros mot si vous n'êtes pas entrepreneur vous-même. Mais en gros, dans une société, vous avez un capital social. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apport en nature, comme en nous parlaient mes collègues, donc l'apport d'un actif, donc un brevet par exemple, une marque, mais on va surtout parler de brevet, c'est intéressant puisque vous pouvez augmenter votre capital, donc le montant de votre capital grâce à ça, grâce à cette technique-là. Donc imaginons que vous ayez, comme tout entrepreneur français, créé une société avec 1 000 € de départ. 1 000 € de capital social, c'est difficile d'être crédible selon le marché dans lequel on est, quand on veut créer des partenariats, ce genre de choses, obtenir des financements. Mais si vous faites un apport en nature, par exemple, d'un brevet qui est valorisé, je dis n'importe quoi, 200 000 €, pouf, votre capital social arrive à 201 000 €. C'est tout de suite une autre dimension. Donc c'est assez intéressant d'envisager ça, et ça permet aussi de limiter des dilutions, par exemple quand il y a des actionnaire qui arrivent. Donc voilà, il y a toute une stratégie capitalistique qui peut être mise en œuvre autour des titres de propriété intellectuelle. Donc ensuite, pour aller plus encore, pousser le bouchon, j'ai envie de dire, sur les opérations capitalistiques, vous avez toutes les notions de restructuration avec des cessions de droits de pays. Donc là, c'est pareil, c'est si vous êtes sous forme de groupe, il y a des techniques qui permettent de loger, par exemple, vos titres de propriété dans une société en particulier. Là encore, il faut être vigilant par rapport à tout ce qui est mesures de financement, de subventions que vous pouvez obtenir à côté, avec le CIR, etc. Parce qu'il est difficile de désolidariser un titre de propriété intellectuelle, par exemple un brevet, de son équipe de développement. D'accord, vous pouvez avoir quelques ennuis si vous faites ça. Donc, renseignez-vous bien sur cette dimension-là. Donc, en cas de levée de fonds, d'ouverture de capital, de fusion-acquisition, là aussi, l'audit du portefeuille de PI, sa valorisation a un grand intérêt. Je vais l'illustrer tout à l'heure avec un exemple. C'est réellement important de pouvoir avoir une bonne idée de ce que vaut votre propriété intellectuelle dans ces cas-là, parce que parfois, on oublie en fait qu'elle a une valeur parce qu'elle n'est pas nécessairement inscrite dans votre bilan, et puis que ça vous paraît normal en tant que société technologique d'avoir des brevets, mais sans forcément avoir pensé à les valoriser. Donc ça, ce sont voilà, les opérations capitalistiques. Après, il y a les opérations de type négociation, c'est-à-dire là, on négocie, alors dans le cadre d'un contentieux, là c'est le côté moins plaisant, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait un contrefacteur ou quelqu'un vient nous chercher parce qu'on est contrefacteur. Et là, à ce moment-là, voilà, il va falloir commencer à mettre quelques euros en face des dommages éventuels, etc. Et donc là, forcément, la valorisation a son importance. Et évidemment, tout ce qui est cession-acquisition, c'est-à-dire si vous avez un titre de propriété, que vous souhaitez le vendre, eh bien là aussi, il faut mettre un prix, comme l'a précisé tout à l'heure Fabienne. Eh bien, pour cela, il faut valoriser. Et ensuite, des techniques encore plus, j'ai envie de dire, d'experts, tout ce qui touche la comptabilité, la fiscalité. Alors, quand vous êtes une société, je vous le souhaite, que vous ayez besoin de faire de la croissance externe, que vous avez une acquisition de société à faire qui comporte de la propriété intellectuelle. Là, c'est intéressant aussi de la valoriser, puisque vous pouvez aussi gagner un peu d'argent sur l'enregistrement de cette opération, puisque l'API a un autre traitement que, on va dire, le fonds de commerce global que vous rachetez. Donc là, c'est intéressant de se poser cette question-là et de l'intégrer dans vos comptes directement, plutôt que de le faire a posteriori, où c'est moins intéressant et plus compliqué.
Donc, ça correspond exactement aux décompositions d'un goodwill d'acquisition. Donc là, c'est un gros mot. Je ne vais peut-être pas vous faire un cours de finance tout de suite, mais voilà, sachez que ça existe. Si vous entendez ça, voilà, ça peut être pertinent de faire de la valorisation de pays à ce moment-là. Et ensuite, l'IP Box, là aussi, c'est un sujet intéressant, puisque l'IP Box est une mesure fiscale qui vous permet d'avoir un taux réduit d'imposition de 10%, donc au lieu de 25%, sur tout ce qui est produit de licence ou de cession de droits de propriété intellectuelle, mais alors plus particulièrement brevets et logiciels. Ce sont essentiellement ces deux mesures-là. Et donc là, je reboucle avec ce que disait Fabienne sur les contrats de licence. À ce moment-là, quand vous avez un contrat de licence, il faut bien isoler le revenu qui correspond au brevet ou au logiciel, si vous êtes sur le cas du logiciel, et de bien le différencier du reste. C'est-à-dire s'il y a de la marque, du savoir-faire et d'autres choses, il faut les dissocier en termes de rémunération, puisque l'IP Box va vraiment se concentrer sur les revenus liés au brevet et pas au reste. Ça ne va pas être éligible pour le reste. Donc là, à ce moment-là, c'est pareil. Donc dans vos contrats de licence, faites attention à cette dimension-là. Si vous voulez l'actionner, ça peut être intéressant pour vous, puisque bon, passer de 25% d'imposition à 10%, je pense que ça intéresse un peu tout le monde quand c'est possible. Voilà pour l'aspect du quand. Donc vous voyez, il y a plusieurs moments qui sont intéressants, que ce soit en création de société, au cours de la vie de la société ou à sa fin de vie, qu'elle soit rachetée de façon très glorieuse ou moins glorieuse avec une liquidation. Là aussi, les titres de propriété intellectuelle industrielle sont intéressants et leur valorisation est vraiment un plus. Donc, je fais juste un petit focus sur l'apport en nature parce que c'est le cas que je rencontre la plupart du temps, en tout cas sur les startups. Donc, l'apport en nature, c'est vraiment quelque chose qui permet une valorisation directe de ce que vous avez développé. Et c'est visible, du coup, de la part des investisseurs, des partenaires, puisque c'est directement affiché, entre guillemets, dans votre capital social. Hein, ça vient augmenter votre capital social. Donc, c'est très intéressant de pouvoir envisager de faire ça. Et ça vous permet de limiter la dilution donc quand d'autres actionnaires doivent rentrer dans la partie. Donc après, voilà, il faut être vigilant sur l'aspect fiscal en fonction de la nature du titre de propriété industrielle. Voilà, vous pouvez avoir des reports d'imposition de plus-value, ce genre de choses, mais il faut vraiment l'étudier pour être certain de ne pas avoir d'incidence, ne serait-ce qu'à titre personnel, pour vous sur vos impôts. Alors, quelques exemples, parce que quand quitte à parler d'argent, autant mettre des véritables euros dans l'enjeu, hein, sinon on ne se rend pas bien compte hein, du levier que ça peut constituer. Donc, comme je le dis, au-delà du coût, il y a surtout un retour sur investissement qui est souvent indéniable, sauf, je ne vais pas le cacher, si votre titre de propriété industrielle n'est pas très intéressant. Hein. Dans ce cas-là, on ne va pas non plus pouvoir faire des miracles. Mais la plupart du temps, ce sont des titres intéressants, puisque sinon vous ne dépenseriez pas d'argent à le protéger. C'est rare de voir quelque chose qui n'a vraiment aucun intérêt. Si j'illustre par l'apport en nature à une start-up, par exemple, donc là, on peut arriver à quelques milliers d'euros, voire à des millions d'euros, quand on est à un stade plus ou moins avancé hein, de développement. J'y reviendrai avec les méthodologies qu'on peut appliquer. Mais voilà, je ne parle pas voilà, de 5 000 ou 10 000 euros, on est souvent bien au-delà. Donc, ça peut être intéressant de le faire. En termes de fusion-acquisition, si je prends le cas d'une société qui a eu une proposition de rachat par un groupe, le groupe international lui a proposé de racheter pour 5 millions d'euros l'activité de la société. Sauf que la société avait développé une technologie et ne l'avait pas valorisée. Et à ce moment-là, donc, elle a fait appel à nous, on l'a valorisée à 3 millions d'euros et il a pu négocier du coup la vente de sa société à 8 millions d'euros, ce qui est plutôt... voilà, un bon ROI, je pense, pour une opération comme ça. Et autre cas, les fameuses négociations. On a un titre de propriété et puis on doit concéder certains droits. Alors, pas forcément tous les droits, mais un certain droit d'exploitation. Et là aussi, on va venir valoriser le montant de ces droits pour aider la personne à négocier au mieux, on va dire, sa rémunération par rapport à ce contrat-là. Et là, si je prends le cas d'un éditeur, donc ça c'était pour un logiciel de type ERP, on avait réussi à chiffrer à près d'1 million d'euros les droits d'auteur qu'il devait céder, par exemple. Donc ça vous donne véritablement une notion sur le fait que ça peut peser, il peut y avoir un retour sur investissement. Donc au départ, oui, vous devez peut-être mettre 10 000 euros, par exemple, sur un PCT, mais
le retour sur investissement peut être nettement supérieur. Donc, avec une bonne stratégie, c'est toujours intéressant de déployer le fil et de l'appliquer. Donc, je vois que l'heure tourne, alors je vais avancer un peu plus rapidement, puis si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Mais comment on valorise? Parce que souvent, c'est une question qui se pose, c'est-à-dire ça a l'air compliqué cette histoire, ou alors vous le faites au doigt mouillé, comment vous faites? Alors, on va étudier plusieurs choses. On va étudier bien sûr l'actif, de quoi on parle concrètement, comment c'est protégé aussi, donc quels sont les droits, etc. Donc ça, Fabienne et Olivia l'ont largement exprimé, donc on va reprendre tous ces points-là, bien entendu. On voit qu'est-ce qu'on valorise concrètement, qui a développé tout ça, quels sont les droits, où ces droits sont appliqués et applicables. Et ensuite, on va regarder, bien entendu, pour l'aspect financier, c'est quoi le marché, quelle est l'exploitation, quel est le modèle d'affaires, qu'est-ce que permet concrètement ce titre-là de propriété sur ce marché-là, quel avantage il procure. Donc, on va regarder tout ça, le comment il est exploité. Et ensuite, le fameux combien. Donc, la rentabilité, là, c'est vraiment le modèle d'affaires en lui-même. Donc, on va regarder s'il y a eu du chiffre d'affaires par le passé, est-ce qu'il y a eu des bénéfices également, quelle est la tendance de développement sur cette base-là, de chiffre d'affaires, de bénéfices et compagnie. Et puis, bien sûr, les coûts associés, coûts directs, indirects, etc., etc. Donc, on va vraiment aller creuser le modèle économique qui est lié au titre de propriété industrielle, ses produits et services dérivés. Donc, on regarde toutes ces dimensions-là. Et en fait, la dimension la plus, celle qui nous demande le plus de savoir-faire finalement dans ce métier de valorisateur, c'est d'identifier la contribution réelle de l'actif. Selon à qui vous allez demander, on va mettre un pourcentage un peu aléatoire ou identique, mais en fait c'est vraiment important de bien comprendre l'actif, de bien comprendre le marché et le modèle économique pour voir réellement en quoi l'actif permet de faire une plus-value à votre société par rapport à une entreprise lambda qui n'aurait pas ce titre en fait. Et c'est ça qui va donner la valeur de votre actif. Donc comme vous le voyez, il faut qu'il soit bien protégé, votre actif, il faut qu'il y ait un marché et il faut qu'il soit rentable pour être bien valorisé. C'est pas juste j'ai une super techno, mais il n'y a pas de marché et j'ai pas de modèle économique, là on aura du mal à valoriser quelque chose, en tout cas sur la dimension autre que coût de développement. Mais il faudra justifier qu'il y ait une rentabilité à la fin quand même, sinon ça veut dire peut-être que vous avez dépensé 1 million d'euros par exemple en R&D pour rien. Ensuite, ok, vous avez un titre, vous avez un marché, mais vous ne savez pas comment rentabiliser l'histoire, là c'est pareil, on va être embêté. Donc vraiment, toutes ces dimensions-là sont importantes. Et c'est génial de faire de la valorisation pour ça, parce qu'on arrive à réconcilier les juristes, les réconcilier, ça dépend des cas, je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous vendre du rêve, mais concilier les juristes, les gens de la technique, de la R&D, de la technologie, les gens du commercial et les gens du business pur et dur, les entrepreneurs, et les financiers. Donc, c'est assez sympa à faire. Bon, je pense que ça s'entend à ma voix, je suis assez dynamique et enthousiaste quand j'en parle. Et pour les méthodes, là c'est pareil, je vais aller assez vite, je pense que vous en avez certainement entendu parler, mais il y a l'approche par les coûts évidemment, c'est combien ça m'a coûté de faire ce brevet, cette marque, etc. Donc là, il y a tout un pan de méthode qui va reposer sur, qu'est-ce qu'il en coûte? Qu'est-ce qu'il en a coûté de faire ça? Ou qu'est-ce qu'il en coûterait à quelqu'un de refaire la même chose ou quelque chose de similaire? Donc, on a toute une dimension là-dessus. Mais au-delà du temps passé, des factures et compagnie, on va aussi considérer d'autres dimensions qui sont l'obsolescence, potentiellement, de la techno, ou la plus-value et le gain qu'elle permet avec une acquisition directe, c'est-à-dire sans perdre du temps à la refaire. Donc, on va regarder ces dimensions-là. Et ensuite, vous avez les approches par les revenus. Donc là, on va plutôt se baser sur le futur. Qu'est-ce que va permettre l'actif dans le futur en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et compagnie? Quel est le rôle de la propriété industrielle dans tout ça? Et c'est de là qu'on va déduire une valeur. Et après, vous avez ce qu'on appelle les comparables. Ce sont des techniques qui sont appliquées, on va dire, notamment sur la valorisation d'entreprises. En termes de propriété industrielle, c'est compliqué puisqu'on n'a pas de choses identiques, similaires, sur laquelle on peut s'appuyer. En revanche, la seule chose sur laquelle on peut s'accrocher, ça va être les taux de redevance, par exemple, de licence, qui sont généralement, qui trouvent des consensus. Il y a des benchmarks qui sont disponibles, etc. Et c'est ça qui va nous permettre éventuellement de
d'arriver sur une base comparable à faire quelque chose, mais on n'aura pas des multiples ou des choses comme ça, comme c'est le cas pour les entreprises, par exemple. Ça ne marche pas du tout de la même façon. Sachez en général que de toute façon, il existe des normes sur tout ce qui est valorisation. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, vous pouvez demander à votre expert comptable de le faire, il ne saura pas le faire. C'est très rare. Ou alors, il faut qu'il ait été formé pour ça. Mais il y a des normes ISO, il y a les IAS, IFRS, qui sont des normes comptables aussi, qui déterminent un certain nombre de points. Il y a des standards professionnels qui existent. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et il y a aussi des certifications. Donc, sachez, voilà, si vous avez envie de trier, entre guillemets, certaines propositions que vous pouvez avoir en termes de valo, ce sont des critères qui peuvent vous permettre de voir si l'interlocuteur en face de vous sait de quoi il parle ou non. Et en tout état de cause, de toute façon, cette personne-là, que ce soit moi, bien sûr, ou quelqu'un d'autre, doit pouvoir comprendre à peu près tout, c'est-à-dire les aspects juridiques, les aspects techniques, marketing, stratégie, financier de votre business. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué de faire une valo. Donc voilà un petit peu les différentes méthodes que l'on peut exploiter. Et ce qui va aussi peser dans la balance, et je crois que je vais terminer à peu près là-dessus, ce sont les risques qui vont être pris en compte. Parce qu'en fonction de l'état d'avancement de votre projet, de vos types de pays, leur maturité, est-ce qu'ils ont été délivrés ou non, etc., on va intégrer dans notre valorisation différents risques. Les risques juridiques, bien entendu, mais aussi potentiellement des risques techniques. Est-ce qu'il y a de l'obsolescence? Est-ce qu'il y a un risque sur la scalabilité, par exemple, de la techno? Est-ce qu'il y a des dépendances par rapport à des inventeurs qui ne seraient peut-être plus là, ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des risques liés au marché, à l'exploitation, des risques financiers? Tout ça est aussi compilé, pris en compte dans un certain nombre de paramètres que j'ai listés là, taux d'actualisation, taux d'obsolescence, coefficient multiplicateur potentiellement, et la fameuse contribution au droit de pays dont je parlais. Donc ça, ce sont vraiment des paramètres qui ne s'inventent pas. Donc voilà, toute la dimension risque est bien entendu à prendre en compte dans la valo. Et voilà pour moi, j'ai essayé de faire au plus vite pour permettre une session de questions-réponses. Très bien, merci Sylvie. Et bien effectivement, c'était pour les deux interventions, c'était très intéressant de voir ce qui existe, l'état de l'art et puis les points particuliers pour valoriser. Et on comprend dans vos propos à toutes les trois qu'effectivement, il y a une notion de stratégie, il faut vraiment se préparer et bien faire sa roadmap presque juridico-financière avant peut-être même de commencer à mettre de l'argent sur des développements. Et en tout cas, ça a été très, très bien mis en avant. Donc, je vous en remercie. Alors, on avait quelques questions. Hop, je vais essayer de les retrouver. Alors, la première question, Sylvie, vous en avez parlé. Dois-je déposer un brevet en mon nom ou au nom de mon entreprise? Ça, vous en avez parlé. Je pense que ce n'est pas la peine de revenir dessus. Alors, deuxième question. Quels sont les points d'attention importants si on souhaite acheter des licences d'innovation pour enrichir son offre technologique? Donc là, c'est en se plaçant du côté de l'acheteur. Alors, qui peut nous donner un point de vue? Moi, je peux commencer si vous voulez. Alors moi, je vais plutôt parler du côté stratégique, puisque bien sûr, il y a le côté juridique, évidemment, mais pour enrichir votre technologie, donc vous avez déjà votre offre et vous imaginez une innovation qui vous intéresse potentiellement par ailleurs, il va y avoir la notion de couverture territoriale qui va être importante. La techno en elle-même, évidemment, ça va de soi. Il faut vraiment qu'elle soit complémentaire, qu'elle soit compatible avec la vôtre, ou en tout cas qu'il y ait des possibilités de collaboration avancée pour un partage de savoir-faire, que vous soyez sûr qu'il y ait vraiment une applicabilité de cette innovation dans votre propre activité. Ça, je pense que c'est quand même crucial. Et après, oui, c'est où est-ce que est protégée, comment est protégée cette innovation de l'autre personne, quel type de licence peut être faite. Par exemple, si vous voulez l'exploiter en exclusivité, il faut bien valider le fait que ce soit possible et dans les territoires qui vous intéressent et dans le domaine qui vous intéresse. Ça veut dire que le partenaire que vous avez en face ne doit pas avoir concédé de licences non exclusives ou d'autres licences exclusives par ailleurs qui vont venir un petit peu en concurrence avec votre besoin à vous. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Après, alors la question c'était bien ça, pour enrichir son offre technologique, je la reprends. C'était en fait de se placer du côté de l'acheteur. Et du coup, juste et de bien valider, alors ça c'est du point de vue juridique et je pense que Fabienne et Olivia pourront venir compléter, c'est le côté liberté d'exploitation, c'est-à-dire c'est bien
que ce partenaire est une innovation qui vous intéresse, imaginons qu'elle soit protégée idéalement, comme ça me convient, etc., que c'est parfait, s'assurer que quand même, il y a une réelle liberté d'exploitation, que vous n'ayez pas un retour de bâton avec quelqu'un qui vient à la charge en disant en fait, vous exploitez une innovation, mais elle est contrefactrice de quelque chose que moi j'ai développé par ailleurs. Et donc là, ça vous rajouterait plus de problèmes que de solutions. Donc voilà, peut-être vérifier ça aussi. Fabienne, Olivia, sur ce point, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, effectivement, Sylvie parlait de la liberté d'exploitation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on peut très bien avoir un brevet, mais qui soit dans la dépendance d'un brevet plus large, en fait. Et c'est à ce moment-là que potentiellement il peut y avoir des problèmes, parce qu'une technologie peut être brevetable parce qu'elle est considérée comme un perfectionnement par rapport à une autre technologie de portée plus large. Et donc, il faut effectivement s'assurer de la liberté d'exploitation quand on prend une licence. Quand on prend une licence sur un brevet, même si le brevet est délivré, c'est pas gage de liberté d'exploitation. Il faut quand même vérifier cet aspect-là avant de s'engager. Ouais, très bien. Et du coup, la question qui vient, c'est, mais quand on est une entreprise qui a l'opportunité d'acheter, de prendre une licence ou d'acheter un brevet, comment est-ce qu'on se garantit? Est-ce qu'on doit solliciter des professionnels comme vous pour faire un audit, ou pour être, qu'est-ce qui va nous garantir que finalement on ne va pas se faire avoir, quoi, en gros, quoi? Oui, effectivement, le premier réflexe, je dirais, c'est s'adresser à des professionnels qui vont effectivement faire un audit pour vérifier plusieurs choses, hein. Les points essentiels, c'est est-ce que le titre est vraiment toujours en vigueur? Est-ce que les annuités, si on parle de brevets ou même de renouvellement de marque, ont bien été acquittées? Vérifier sur quel territoire ils ont été acquittés. C'est les premières vérifications. Vérifier aussi qu'effectivement, il n'y a pas d'autres inscriptions de licences qui auraient pu être effectuées auprès des registres, parce qu'on a accès aux registres en fait pour chaque titre. Et puis vérifier la liberté d'exploitation. Alors ça demande un peu de savoir-faire et puis un accès à des bases de données de brevets. Alors il existe des bases de données de brevets qui sont publiques, mais qui sont comment dire, nous on a accès à des bases de professionnels en fait, et puis on a une expérience, on sait se repérer dans les classes parce qu'on a des classifications en matière de marque, en matière de brevet. On sait utiliser les bons mots-clés et voilà. On peut faire soi-même sa propre vérification, mais quand on engage beaucoup de frais, c'est pas forcément conseillé. Mieux vaut s'adresser à des professionnels en fait. Très bien, très bien. Eh De bien, même écoutez, que pour la merci. rédaction, comme disait Fabienne, pour la rédaction des contrats, il faut pas le faire soi-même en fait. Il faut pas aller chercher un contrat type sur Internet, ça marche pas. Alors, en question suivante. Alors, une question. J'ai un prospect en Asie qui souhaite travailler avec mes procédés industriels. Je ne souhaite pas m'y implanter ni y réaliser des prestations. Comment faire pour valoriser mon process et lui céder? Est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Je ne sais pas si on est en train de parler de procédés brevetés ou pas, parce que si on n'a pas de brevet, on ne peut pas valoriser, on ne peut pas céder quoi que ce soit en fait. Donc, oui, là, je pense que peut-être la question est à préciser, mais vraisemblablement, il y a déjà des. Oui, c'est quelqu'un qui a déjà des. Des brevets. Alors après, comme on disait, la protection, elle est territoriale. Donc, ça dépend si vous avez un brevet en Asie et que vous ne souhaitez pas l'exploiter vous-même en Asie, vous pouvez très bien le confier en licence ou le céder à votre partenaire. Très clair. Merci. Alors, autre question. Alors, y a-t-il des professionnels capables de chercher des éventuels licenciés lorsqu'on dispose d'un brevet? Question intéressante. Alors, c'est plus généralement la société titulaire qui va connaître un peu, avoir des réseaux en fait qui vont faire qu'ils vont potentiellement identifier des licenciés. En général, c'est plutôt comment dire quelqu'un qui a un envie de prendre une licence qui va contacter le titulaire. Mais nous, par exemple, au cabinet de propriété industrielle, on ne fait pas cette prestation-là. D'accord. Ça fait pas partie de nous. aussi beaucoup aux chambres de commerce et d'industrie qui peuvent vous aider sur
Il y en a qui sont spécialisés plus à l'international, qui peuvent vous aider dans la valorisation à l'international. C'est intéressant aussi de faire appel à ces organismes-là. Oui, c'est le European Network, je crois, il y a en tout cas à l'échelle européenne, il y a des choses qui sont faites et organisées par les chambres de commerce par rapport à ça. Ensuite, vous avez sans doute des sociétés privées qui vous permettent de faire cet accompagnement, d'approcher des licenciés potentiels, etc. Mais là, c'est pareil, généralement, ils ne fonctionnent pas qu'au succès. Moi, c'était une partie de mon métier il y a quelques années, donc je sais que ça existe. Et voilà, donc il y en a des professionnels. Il y en a, très bien. Alors, une dernière question. Pour une valorisation de savoir-faire, quelle est la méthode de calcul la plus souvent employée? Ou bien les paramètres incontournables à prendre en compte pour le chiffrage? Alors, pour le savoir-faire, alors si c'est des méthodes de calcul, c'est exactement les mêmes que pour un actif autre. On va soit considérer les méthodes basées sur les coûts, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en coûterait, alors là, on va dire plutôt à quelqu'un d'autre, finalement, de reconstituer ce savoir-faire. On peut s'inspirer, bien sûr, des coûts historiques, mais voilà, souvent, ils n'ont pas été tracés scrupuleusement. On peut avoir une idée, une estimation, mais elle n'est souvent pas très précise. Donc, on va plutôt, après, aller sur le terrain reconstituer le savoir-faire. Ça demande quoi? Est-ce qu'il faut embaucher des personnes en particulier? Est-ce qu'il faut travailler sur des projets particuliers, par exemple, ce genre de choses? Et donc, ça, c'est un pan de méthode. Et ensuite, il y a le fameux pan de méthode qui va être basé sur les revenus futurs, donc c'est-à-dire ce savoir-faire, concrètement, qu'est-ce qu'il va permettre de générer comme revenu à l'avenir pour son exploitant, donc notamment si vous voulez faire une licence de savoir-faire, ça existe. Quels revenus vont pouvoir être escomptés par l'exploitant et le rôle du savoir-faire dans la génération de ces revenus. Donc ça va aussi dépendre du modèle d'affaires qui va tourner autour de ce savoir-faire-là. Donc les paramètres incontournables à prendre en compte dans le chiffrage, c'est tout ça finalement, c'est tous les paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc certes, les coûts de développement, si vous les avez, si vous avez une traçabilité là-dessus, et sinon tous les paramètres qui sont relatifs au modèle d'affaires, qui tournent autour du savoir-faire pour les années à venir. Merci pour ces précisions. Eh bien, c'était la dernière question. Fabienne, Olivia, vous avez un dernier point de vue sur cette dernière question? Non, c'était parfait, la réponse de Sylvie. Très bien. Eh bien, voilà, on a dépassé un petit peu, mais à peine. Et je vous remercie en tout cas toutes les trois de votre participation et de votre intérêt à ce débat. Merci à nos auditeurs. Le replay sera bientôt disponible. Vous en aurez l'information. Je vous invite il y a encore une après-midi pour ceux qui sont intéressés, puisqu'on a quand même encore quelques webinaires cet après-midi. Donc, certains qui seront intéressants en particulier sur la levée de fonds en 2023, donc à partir de 15h. Et puis, la modélisation des services de la société. Là, on sera vraiment sur le jumeau numérique. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente après-midi, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjeuné et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Merci, au revoir Fabienne, au revoir Olivia, au revoir Sylvie. Au revoir.